Bonsoir Mariko. Bonsoir. Vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes, c'est dans le Nord. Avant d'être maire, vous avez été ingénieur informatique. Vous avez 3 enfants, une vie somme toute rangée. Et puis, le grand saut, à 40 ans, vous assumez votre identité, vous devenez une femme. C'est la journée internationale de la visibilité transgenre. Pour le coup, la visibilité, ça vous parle puisque vous êtes la première maire transgenre de France. Vous êtes à la tête d'un petit village de campagne, 550 habitants. On imagine le bouleversement il y a un an quand vous êtes élu. Votre slogan d'ailleurs c'est « Réveiller le village ». Voilà, pour le coup, c'est réussi. Oui, tout à fait. Enfin, les villageois ne s'attendaient pas à ça. Moi non plus, d'ailleurs. Je pensais qu'on allait juste avoir une anecdote un petit peu dans les faits divers, comme on voit parfois. Puis non, ça a eu un retentissement qui a dépassé le cadre du village, le cadre national aussi, puisqu'on a été sollicité par les médias étrangers qui étaient un peu surpris de ce fait. Oui, vous disiez, je ne m'attendais pas à ce point-là, que ça soit relayé à l'international aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Alors au début, ça amusait un peu. Maintenant, j'avoue que ça agace un peu le village parce que c'est un peu trop. Et puis ils sont étonnés de ce battage médiatique. Moi-même, j'étais étonné, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai symbole de normalité. Beaucoup de personnes m'ont dit « Mais tu sais, grâce à toi, on a perdu nos préjugés, on voit les choses d'une autre façon. » Parce qu'on parle de la visibilité, mais en fait, avant, on a toujours une visibilité, mais extrêmement négative. Voilà, la prostitution, les caricatures, les folles, la cage aux folles, c'était des caricatures. Donc on avait une visibilité qui n'était pas très sympathique. Et là, on arrive dans une visibilité positive. C'est ça qui est intéressant. Et on se rend compte, on a aussi l'exemple avec le gouvernement Biden, où il y a une sénatrice trans, une conseillère trans. Donc on dit, tiens, maintenant, c'est pas que les caricatures de cinéma. Vous dites, la peur vient de l'inconnu. À partir du moment où on vous connaît, il n'y a plus de peur. Bon, il faut quand même préciser que vous avez été élu à plus de 70%. Vous avez succédé à un maire qui était là depuis plus de 20 ans. Est-ce que ce statut dont vous parlez, ce statut finalement de rôle modèle, qui peut être aussi un peu lourd à porter, cette médiatisation, elle fait avancer, vous pensez, la cause LGBT ? C'est clair, ça fait d'autant plus avancer que je n'ai jamais été une personne militante. De cette là, comme je dis souvent, on ne peut pas demander une normalité et passer son temps à réclamer sa différence. Donc, moi, n'ayant jamais été une personne militante, au final, mon discours devient plus universel. C'est pour ça aussi on me demande est-ce que je vais être militant de la cause LGBT ? Non, parce que ça a plus de force d'avoir une représentativité dans la norme que de toujours se segmenter sur une catégorie de personnes très minoritaire. Et en même temps, on est vraiment à la traîne en France, en tout cas au niveau représentation politique, vous le disiez, et par rapport à d'autres pays. Alors, la France est un pays assez réactionnaire, au final. Vous avez vu, on a mis 1,5 million de personnes dans la rue pour le mariage pour tous, alors que la très catholique Irlande, ça a été une formalité. On voit les débats sur la PMA, la GPA, alors que c'est acquis dans des pays, chez nos voisins, en Belgique, en Espagne, depuis très longtemps. Pourtant, ce n'est pas des pays extrémistes. Et en France... En Belgique, il y a un ministre en Belgique, Petra oui, de Sutter. Petra de Sutter, qui est devenue ministre. Alors, j'ai travaillé en Belgique, donc mes amis belges disent bah oui, c'est bien, mais voilà, il n'y a aucun souci pour eux, ils applaudissent. J'ai reçu beaucoup de félicitations de mes amis belges. Et c'est vrai qu'en Belgique, c'est un non-événement, en fait. En France, ça prend plus de temps. Vous disiez vous-même, il y a eu des visions caricaturales des personnes transgenres. Vous citiez la cage aux folles, on se souvient de Priscilla Folle du désert. Mais en même temps, ça change aussi. Sur France Télé, il y a des feuilletons avec un personnage transgenre dans Plus belle la vie, par exemple. Vie, oui. On a aussi l'actrice Ellen Page, qui était l'actrice de Juno, qui a fait la une du Time Magazine il n'y a pas longtemps, puisque maintenant, elle est devenue Elliot Page. Ça prouve que c'est en train de changer. Oui, alors on commence à avoir une image très positive des médias cinéma. On a eu Christine and the Queens, qui maintenant s'appelle Chris. La chanteuse, voilà, oui. La chanteuse. Donc maintenant, on a des personnes, et puis on a aussi des gens comme Bilal Hassanin, qui sont entre les deux genres. Qui a participé à l'Eurovision. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui sont plus que des caricatures, mais qui sont des modèles plus glamour, beaucoup plus positifs, qui parlent aux jeunes, qui sont créatifs. Donc ça, c'est déjà une première avancée. Mais on reste quand même un peu dans le showbiz.
On a aussi 50 mannequins transgenres qui participent au défilé hommes ou femmes. Donc les choses évoluent. Maintenant, mais encore trop à la marge. Voilà, un peu à la marge. Vous parliez des nouvelles générations. Vous allez dans les écoles. Vous étiez dans un collège hier. Les questions d'identité, pour le coup, c'est un moment très important pour ces ados-là. Quelles sont les questions qu'ils se posent le plus, qu'on vous pose? Alors c'est plus les filles qui sont plus curieuses, les garçons sont beaucoup plus pudiques. Donc voilà, c'est des questions assez classiques. C'est quoi être une femme? Voilà, c'est des choses un peu métaphysiques, difficiles. Et vous avez la réponse? C'est quoi être une femme? Non, mais c'est un peu ce que j'ai dit. Je sais ce que je suis pas, mais je peux pas dire ce que c'est qu'être une femme parce qu'il y a autant de femmes différentes que d'individus femmes. Donc et vous n'êtes pas quoi? Je suis pas un homme déjà. C'est ce que vous développez avec eux? Voilà, donc je leur explique que moi, je ne peux pas définir à moi ce que c'est qu'être une femme. Hein. Il y a des philosophes qui ont disserté sur ça pendant des siècles, alors je ne vais pas restreindre ça en 2 mots, c'est un peu complexe. Je pense que ça ne se réduit pas aux organes sexuels, sinon ça renvoie la femme à sa fonction procréatrice, qui est le pire symbole du patriarcat. Hein. Donc, parce qu'actuellement, il y a des mouvements qui vont un peu dans ce sens-là. Non, je pense que c'est plus complexe. Je pense que la question ne se pose pas, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, c'est qu'est-ce qu'on veut être. Et c'est important d'en parler effectivement avec eux. Vous dites aussi que vous recevez beaucoup de courriers très bienveillants et de questions que l'on vous pose. Depuis la crise sanitaire, le quotidien, là pour le coup, côté quotidien des mères, il a bien changé. Vous êtes en première ligne. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est à la tête d'un petit village ? Alors, il y a deux choses qui sont complexes. C'est toujours une question d'argent. Les petits villages ont peu de moyens financiers. Donc, on a les mêmes obligations que les grandes villes, mais sans les équipes techniques, sans les budgets. Donc, il y a cette problématique-là. Ensuite, la problématique qu'on a avec le Covid, c'est un petit peu la difficulté d'avoir une information fiable, stable, pour agir. Donc, voilà, on a fini par prendre les choses en main. Sur le village, avec l'intercommunalité, on a demandé à des couturiers de fabriquer des masques, on a mis en place du circuit court, on a mis en place la solidarité avec les habitants. Alors, c'est plus facile à la campagne. Pour respecter le confinement, voilà. pour les gestes barrières, pour les vaccins. Ça s'est assez bien passé. On a ouvert l'école, on a mis toutes les mesures de sécurité, ça se passe très très bien. Alors c'est plus facile parce qu'en campagne, on n'est pas les uns sur les autres, ça c'est clair, donc il y a moins de problèmes. Donc voilà, on a su gérer. Pareil sur la vaccination, je peux vous dire que les maires, les médecins, les infirmières, enfin tout le monde est prêt. On a les centres de vaccination. Mais à se faire vacciner. Mais il n'y a pas les vaccins. Mais il n'y a pas les vaccins. Une dernière question quand même, puisque vous avez annoncé il y a quelques jours votre intention de vous présenter à la présidentielle, Mariko. Vous pensez que votre voix peut compter ? Oui, je suis convaincu qu'on est à une étape importante dans notre société. Il faut changer de voie. C'est un peu le slogan que j'ai mis sur mon blog. Il faut une autre voie. On est toujours sur le logiciel du XXe siècle. On est 21e. Les partis sont un peu obsolètes. Pas de parti ? Non, pas de parti. Ce sera un mouvement citoyen. Après, on est obligé de créer l'équivalent d'un parti, parce que la loi l'oblige. Donc, sortir de cette vision du monde XXe siècle, trouver une nouvelle façon de penser. Pour répondre aux inquiétudes. Voilà, aux inquiétudes. Puis aussi, ce qui a motivé, c'est la montée de l'intolérance, de la montée de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui s'alimentent aujourd'hui. On le voit, tout est polémique, tout est peur, tout est colère. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de bienveillance. Donc là, je veux passer un message de bienveillance, un message humaniste qui va permettre de réunir tout le monde, quelle que soit sa nature, son orientation, sa race, sa couleur ou son étiquette politique. Eh bien, le message est passé. Merci à vous, Mariko. Merci. Merci encore d'être venue sur notre plateau. Vous êtes maire de Thilloy-les-Marchiennes. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission intitulée ce soir Macron face aux Français, l'heure des comptes. Bonne émission à vous.